il y a une forte corruption. Comme en Afrique. Particulièrement en République démocratique du Congo. C'est ça la raison fondamentale qui interdit aux Américains d'investir directement en République démocratique du Congo. Alors, mais comme ce sont des gens très intelligents, j'entends souvent les gens dire non, aujourd'hui, les mines congolaises sont contrôlées à 80% par la Chine. Et c'est vrai en partie. Comment ça? Lisez l'actionnariat des sociétés des droits étrangers. Vous allez voir que les Américains sont dedans. C'est en fait dans le cadre de la gestion des risques parce que demandez à tous ceux qui font les consulting au niveau des Nations Unies, les sociétés américaines ne corrompent jamais parce que ce sont des sociétés qui sont cotées en bourse. Mais les sociétés chinoises corrompent. Ouais. Mais elles sont cotées aussi en bourse. Les sociétés chinoises sont cotées en bourse. La Chine a développé une intelligence parallèle. Elle combat sérieusement la corruption chez elle, mais en dehors de la Chine, elle se comporte comme tout le monde pour s'adapter aux réalités du pays. Et c'est ça la différence de stratégie. Maintenant, les États-Unis d'Amérique se sont rendus compte que la Chine a cherché à s'adapter aux réalités africaines. Alors, au même moment, la Chine a un projet qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. Et vous allez voir que par ces mécanismes-là, la Chine ne construit pas que des routes, elle achète des ports et ça devient une menace pour les États-Unis. Et lorsque les États-Unis se sont rendus compte que la Chine a engagé un projet qui doit faire un chemin de fer qui part du Grand Katanga jusqu'à Dar es Salaam, c'est ainsi qu'en 2003, lors de la réunion de ce groupe qu'on appelle les G7, que cette initiative a été lancée dans le cadre du Global Gateway. Ils se sont dit, mais comme la Chine maintenant va créer ce chemin de fer qui va relier les Katanga à Dar es Salaam, ils étaient en train de perdre du terrain. C'est ainsi qu'ils se sont réveillés pour dire, mais comme il en est ainsi, dans le cadre du Global Gateway, parce qu'il y a une rivalité réelle, et c'est ça la vie internationale des États. Et ils ont ressuscité à leur tour les projets pour l'Obito, une façon de contrebalancer les projets chinois. Parce que qu'est-ce qui va se passer si on laisse faire les Chinois? Tous les trafics congolais sera orienté vers l'océan Indien. Lorsque vous prenez l'itinéraire de l'océan Indien, cet itinéraire est plus profitable aux États asiatiques. Et n'oubliez pas que maintenant, le lithium congolais suscite les appétits de la communauté internationale et c'est lui qui peut s'approvisionner facilement en cette matière stratégique risque de contrôler le monde. C'est de la géopolitique, c'est de la géostratégie, mais c'est également de la géoéconomie qui débouche sur la géoconfluence. Et donc, quand vous regardez bien la géographie, vous verrez que les transactions commerciales qui passent par l'Atlantique profitent davantage au regard des distances géographiques à l'Europe. Et donc, c'est dans ce contexte-là que les États-Unis se sont levés. Vous allez voir que sur les 1,6 milliard, à une seule île de bourse, au moins 500 millions de dollars, c'est parce qu'ils tiennent que les projets avancent. Mais ce qu'il faut dire qu'au-delà de cet affrontement géostratégique entre la Chine et les États-Unis, en économie, il y a ce qu'on appelle des externalités positives. Ce sont des effets propagateurs. Donc c'est vrai qu'ils le font pour leur intérêt, mais nous allons bénéficier de ces effets d'entraînement, tout simplement parce que lorsque vous regardez la distance, Kolwezi-Dar es Salaam, c'est autour de 2300 km. Par contre, Kolwezi-Lobito, c'est autour de 1100 km, donc 1000 km de différence. Et le temps en matière du négoce international est très déterminant, c'est-à-dire que celui qui va passer par le port de Lobito gagnera au moins 1000 km. Et ensuite, il faut bien lire la géographie africaine. Vous allez voir que l'itinéraire de Dar es Salaam génère du temps improductif pour nous parce que c'est comme si quand vous quittez les Katanga, au lieu de monter directement vers l'Orient et l'Occident, vous faites en fait un contour et ça génère du temps improductif. Donc du coup, nous allons gagner aussi du fait de la fluidité du négoce international. C'est pour dire que ces projets ne profitent pas qu'aux Américains,
Mais nous allons aussi en profiter. Mais ça sera plus les sociétés minières qui vont exporter leurs marchandises. Le trésor public congolais gagnera quoi? Parce que ce sont d'abord les privés. Nous sommes une économie extravertie, Eric. Donc rien que la fluidité des flux commerciaux élargit l'assiette fiscale à ce qui concerne la fiscalité des portes. Donc la DGDA aura des recettes. Entre autres, et tout ce qui va avec, l'OCC, OGFREM et j'en passe des meilleurs. Ça sera la DGDA qui va doubler ces assignations. Naturellement, lorsque les finances publiques se portent bien, à ce moment-là, nous pouvons penser aux nouveaux investissements, ainsi de suite. Le deuxième avantage, c'est que les routes de l'espace Katanga ne seront pas très sollicitées comme par le passé. Et du coup, ça va contribuer à l'amélioration de notre voirie. Et le chemin de fer ne va pas transporter que les minéraux. Regardez un peu l'axe, c'est Kolwezi, Dilolo. Et en passant par ces villages-là, il y a quelques produits agricoles qui traînent. Ça peut ramasser également cela. Bon, c'est vrai que ça va permettre aussi aux Zambiens, comme ils sont civilisés sur le plan agricole, d'envahir encore nos marchés. Mais si nous-mêmes, nous commençons à exploiter la terre, nous aurons la possibilité également de faire passer certains produits agricoles du Katanga en Angola. C'est de l'intelligence économique. Mais il n'y a aucune transformation de l'environnement, de l'espace, des villes, par où traversera... Non, mais naturellement, lorsqu'on construit les chemins de fer, ce sont des gares qui naissent, ce sont des emplois qui se créent. Et du coup, ça revitalise les activités commerciales. C'est plus l'Angola qui va gagner dans cette affaire, puisque c'est le plus long trajet. Bon, moi je voulais d'abord vous rappeler, les principes économiques n'ont pas de parti. Donc vous allez voir que l'Angola a plus d'ouverture à l'océan que nous. C'est un avantage comparatif. Et ils ont cette facilité-là d'avoir des ports en eau profonde. Mais ici, la question que nous devons nous poser, ce n'est pas seulement de savoir ce que l'Angola va gagner, mais nous devons également réfléchir, c'est ce que nous allons gagner du fait de la fluidité des flux commerciaux, et nous devons maintenant réfléchir pour savoir qu'est-ce que nous aussi nous pouvons offrir à l'Angola. Mais il faut toujours tenir compte de la gestion des risques. C'est pour cela que vous avez vu dans mon tweet, j'ai apprécié les projets, mais j'ai également fait une suggestion sur une voie autonome qui peut nous permettre de garantir nos intérêts géoéconomiques dans les concerts des nations. Et lorsque vous regardez l'évolution du chemin de fer en République démocratique du Congo, ça part de Lubumbashi, il est beau, mais on peut réhabiliter les chemins de fer sur les tronçons Ilebo-Kinshasa. Qui va réhabiliter? Mais ça, c'est la République démocratique du Congo. Donc nous n'allons pas continuer à faire la manche. Nous étions dans ce projet depuis longtemps, le projet port en eau profonde, réhabilitation des infrastructures ferroviaire, mais jusque-là, ce n'est pas concrétisé. Oui, il faut d'abord connaître pourquoi les ports en eau profonde, ce projet a traîné. Donc, l'économie marche avec la politique. Si vous descendez dans le Congo central, nos frères né Congo considèrent que les ports de Matadi, les ports de Boma et de Banana, c'est vraiment la gécamine pour cet espace-là. Mais ce projet était entré en collision avec un autre projet panafricain dans le cadre de ce qu'on appelait le NEPAD. Le port Routrail. Oui, avec les NEPAD, donc les nouveaux partenariats pour le développement en Afrique. Donc, il y a déjà un traçage qui a été fait pour qu'on puisse jeter les ponts entre Kinshasa et Brazzaville. Et lorsque vous jetez ces ponts, vous passez par Oyo et ça vous connecte directement au port de Pointe-Noire. Alors, dans ce contexte-là, aucun investisseur sérieux ne pouvait accepter de venir encore soutenir le port de Banana. Le port de Banana. Et vous allez constater que même dans les ports de Lobito, la BAD contribue également. Donc la BAD, c'est la branche africaine de la Banque mondiale. Dieu merci, le président de la République s'est imposé pour dire qu'avant de continuer le projet, parce que là, n'oubliez pas que la première pierre a été déjà posée, il faut d'abord qu'on en finisse avec le port de Banana. Mais quel est l'avantage de construire les tronçons Ilebo-Kinshasa? À ce moment-là, nous aurons deux pistes. Lubumbashi, Ilebo, Kinshasa, et lorsque les chemins de fer arrivent à Kinshasa, on les connecte au tronçon Kinshasa-Matadi. Matadi, ok. Alors, à ce moment-là, il s'agit du développement endogène. Lorsque les
train va traverser toute la République. Ce train va ramasser tous les produits agricoles qui traînent et ça va nous faire entrer dans une pente de logique productive. Quand ceux qui habitent les villages verront que la demande est devenue importante parce que tous ces biens seront évacués vers les grands centres de consommation, ça va stimuler davantage les activités agricoles. On peut évacuer aussi le minerai. Donc naturellement, c'est ce que j'ai dit, ça c'est pour des raisons stratégiques. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la reconfiguration de la carte mondiale. Nous ne pouvons pas que compter sur des projets intégrateurs de portée mondiale ou régionale. Parce qu'un jour, on peut entrer en conflit avec la Zambie, avec la Tanzanie, avec l'Angola, peut-être avec Brazzaville, ce que nous ne souhaitons pas. Donc l'avantage, c'est que pendant que les Américains, parce qu'ils ne sont pas seuls dans ce programme-là, ils sont ensemble avec les Européens, pendant qu'ils sont en train de travailler, maintenant nous devons imaginer comment relier Lubumbashi, Ilebo, Kinshasa. Et à Kinshasa, on doit créer maintenant des branches. Donc on connecte les mêmes chemins de fer. Au tronçon Kinshasa-Matadi, on prolonge vers Boma et jusqu'au port de Banana. Donc ça nous permet déjà, nous avons la possibilité, nous-mêmes à ce moment-là, d'évacuer nos matières premières en traversant la République démocratique du Congo. Mais le chemin de fer interne ne va pas servir qu'à l'évacuation des matières premières, ça sera des produits agricoles et d'autres activités qui vont avec. Mais comme vous le savez que l'homo economicus, il maximise ses profits et minimise les coûts. Donc, chaque opérateur économique va utiliser la voie qui lui semblera être la plus rapide. Mais ici, la raison pour laquelle j'interviens, c'est que nous ne devons pas nous déconnecter du monde. Les NEPAD, c'est vital pour l'Afrique et même pour notre pays. Les ports de Lobito, je vous ai fait voir qu'il a aussi des externalités positives, mais sur le plan stratégique, nous devons tout faire pour que les chemins de fer Lubumbashi, Ilebo, Kinshasa ne soient pas seulement connectés au pont rail Kinshasa-Brazzaville, mais que ça soit également connecté au chemin de fer Kinshasa, Matadi, Boma et Banana. À ce moment-là, nous devenons en quelque sorte autonomes. Quel est le problème? Pourquoi, parmi les raisons qui ont fait que les gens n'étaient pas très intéressés au projet du port de Banana, au-delà des préoccupations de la communauté internationale, c'est également la rentabilité. Parce que vous allez voir que à l'arrivée, les navires allaient apporter une grande quantité de marchandises. Mais ces bateaux devaient repartir avec quoi? Parce que là, ça sera des gros navires. Et lorsque les gros navires accostent à Pointe-Noire, ce n'est pas parce que les transporteurs ne nous aiment pas, non. Il y a un problème de tirant d'eau. Donc, lorsque vous êtes à Pointe-Noire, les tirants d'eau vont jusqu'à 16 mètres et même au-delà. Mais lorsque vous êtes au Congo, ça ne dépasse pas 12 mètres. Et c'est ce qui fait que les gros porteurs ne peuvent pas accoster à Matadi à Boma. Donc il faut passer par Banana. Or, notre façade maritime n'est que de 37 kilomètres. Alors l'avantage maintenant d'encourager aussi l'axe Lubumbashi, Lebo, Kinshasa, Matadi, ça sera maintenant doter la Libye aux transporteurs qui se disaient mais lorsque nous allons accoster au port de Banana, qu'est-ce que nous allons gagner? Parce que c'était cela en fait les problèmes liés à la rentabilité. Qu'est-ce qu'il faut pour réhabiliter cette ligne de Lubumbashi, Ilebo? Très simple. Le monde a connu des méthodes de développement. L'Occident s'est développé par les circuits bancaires. C'est ainsi que vous avez vu même que pendant la Covid, ils ont dû s'endetter à la hauteur de 750 milliards d'euros. Et cette dette sera remboursée jusqu'en 2058. Donc si quelqu'un vous dit que la RDC est surendettée, le problème c'est lui et non la RDC. Mais il y a la deuxième méthode de développement qui est appliquée par les pays asiatiques, c'est les partenariats publics-privés. Et je connais une société allemande qui a déjà mené des études pour interconnecter tous les territoires nationaux et tout au plus ça coûte 50 milliards de dollars. Et ça, ce sont des partenariats publics-privés, c'est faisable. Qu'est-ce qui bloque? La difficulté, c'est qu'il y a trop de commissionnaires au Congo. Donc les gens ne connaissent pas comment le monde évolue. Demandez à tous ceux qui sont engagés dans la vie économique internationale. Les multinationales ne corrompent pas les gens. Mais lorsqu'on arrive dans un pays, on n'a pas encore commencé le projet, vous demandez 10%, vous demandez 3%. Oui, ces gens-là se retirent. Vous pouvez le vérifier auprès de mon ami Gabi Chabani que je salue. La société allemande est prête avec au moins 50 milliards de dollars pour faire l'interconnexion de la RDC, ça concerne les gens. Le blocage se situe à quel niveau? Au niveau du gouvernement? Non, je suis au niveau des principes. Pour le moment, vous avez posé la question de savoir où trouver l'argent. Je vous ai dit les PPP. L'émergence
passe par l'intelligence. Je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que les autres. C'est dans les mêmes sillons d'idées que j'ai initié des propositions de loi pour permettre aux compagnies aériennes de la RDC de bénéficier des privilèges attachés à la Convention du Cap. Une fois ces deux lois votées, vous verrez la flopée d'avions en République démocratique du Congo. La garantie viendrait de? La garantie sera obtenue par les mécanismes établis par l'OCDE sur le plan international. Et nous, on ne déboursera rien. On va avoir ces avions en leasing pendant qu'on sera en train d'exploiter et on sera en train d'acheter. Ce projet interne, chemin de fer, Lubumbashi, Kinshasa, ainsi de suite, est-ce que ça ne sera pas bloqué quelque part parce que la Chine voudrait que le corridor vers Dar es Salaam soit utilisé, les États-Unis voudront bien que ce soit Lobito? Non, ça c'est pour les exportations. Oui. Mais l'interconnexion, ça c'est pour nos provinces. Et si on doit exporter également, faire passer les minerais par cette voie ferrée jusqu'à l'Atlantique? Libre aux opérateurs économiques d'emprunter la voie qu'ils veulent. Libre. Et vous savez aujourd'hui avec le terrorisme, vous savez ce qui se passe maintenant là, depuis que les Houthis ont envahi le canal de Suez. Aujourd'hui, il y a des navires qui quittent le nord, qui longent l'océan Indien. Ils vont jusqu'à contourner à partir de l'Afrique du Sud et reprendre l'océan Atlantique. Et si nous le faisons, nous sommes au centre d'Afrique. Un consortium suisse lié au groupe Trafigura a déjà acheté les droits d'exploitation de la ligne pour 30 ans. Le Lobito Atlantic Railway espère pouvoir faire transiter d'ici 2035 jusqu'à 3 millions de tonnes sur ces rails et relier la mine au port en 8 jours. Alors, la RDC va gagner dans ces 3 millions de tonnes, bien sûr. Je vous ai dit, il y a des effets propagataires. Donc, plus la distribution est rapide, plus il y aura des recettes pour les entreprises, plus il y aura des flux commerciaux. Donc, au niveau des flux commerciaux, c'est l'assiette fiscale des douanes qui va s'élargir. Et lorsque ces entreprises vont vendre à l'étranger, comme la livraison se fait rapidement, il y a plusieurs possibilités de renouveler des stocks. Ça aura de l'incidence sur l'IBP, qui sera transformé en impôt global à partir de 2026. Et la République va gagner par des externalités. Mais lorsque nous évoquons la stratégie autonome, c'est pour des raisons géostratégiques. Donc, dans ce cas, la RDC a intérêt à adhérer rapidement au mécanisme d'échange d'informations de l'OCDE. Naturellement, c'est comme ça que le monde fonctionne. Avec ce projet de Lobito, est-ce que la RDC, qui est en partenariat avec la Zambie pour la construction d'une usine pour la fabrication des batteries, est-ce que ça n'est pas l'occasion pour attirer les investisseurs pour installer les usines? Mais c'est ce que je vous ai toujours dit, ceci, qu'en économie d'entreprise, lorsque vous voulez créer une entreprise, vous devez tenir compte des deux proximités. La proximité des intrants et la proximité des clients. Je vous ai dit que les lithium attise les appétits de la communauté internationale. Ces multinationales ont intérêt de venir s'installer en République démocratique du Congo pour avoir la proximité des intrants. Et d'après les études qui ont été menées par Brobeck, lorsque vous voulez fabriquer les précurseurs des batteries, aux États-Unis, les coûts d'investissement, c'est 117 millions de dollars. En Chine, c'est 112 millions de dollars. En Pologne, c'est 65 millions de dollars. Et en RDC, c'est seulement 39 millions de dollars. Mais si ces gens-là sont assurés de l'évacuation rapide, mais ils viendront. Et lorsque les multinationales s'installent chez vous, ça voudrait dire qu'on dit halte aux guerres récurrentes. On a suivi également le président Tshisekedi au cours de cette réunion avec ses homologues de Zambie, de l'Angola et le président américain Joe Biden. Il a dit que la stabilité dans l'est de l'RDC est essentielle pour le succès de ce projet. Mais il n'y a pas de guerre dans le Congo-Katanga? Je voulais d'abord vous dire que Montesquieu disait que l'effet naturel du commerce c'est de porter à la paix. Ça, c'est le premier élément. C'est pour vous dire que lorsque la Zambie sait que son cuivre peut passer par la RDC et être vendu rapidement, les jours où nous sommes attaqués par instinct d'intérêt, la Zambie va coaliser avec. Mais ce chemin de fer va multiplier les investissements en République démocratique du Congo pour des raisons que je venais d'évoquer. Donc la proximité du lithium. Et les multinationales font partie des acteurs des relations internationales. Et quand les multinationales s'installent, c'est une sécurité pour les pays hôtes. Donc le président n'a pas eu tort. Les Américains ne vont pas accepter de venir investir au Congo et continuer à favoriser des guerres pour que leur investissement ne puisse pas rapporter. Et d'ailleurs, je vous le disais qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la renaissance de la guerre froide. Donc la guerre là va s'arrêter, le Rwanda va se retrouver ridicule. C'était une guerre provoquée
du fait de la fin de la guerre froide. Maintenant que la guerre froide rentre, pas maintenant en opposant les États-Unis à la Russie, mais en opposant des blocs, les États-Unis et leurs alliés, la Chine et ses alliés, mais ça va s'arrêter. Parce que les États-Unis ne prendront pas les risques de multiplier les ennemis dans tous les pays du monde. Qui va gagner dans cette affaire de Lobito? Les États-Unis ou la Chine? Ceux qui voudront exporter vers l'Asie, ils vont préférer l'océan Indien. Mais tout en sachant qu'il y aura au moins 1000 km de route à faire. Vous comprenez? Plusieurs semaines. Oui. Donc, c'est la position géographique de l'acheteur qui va justifier la route à emprunter. Moi, j'ai fait cette petite gymnastique-là d'accéder à l'actionnariat de presque toutes les multinationales qui évoluent chez nous. Vous verrez qu'on va vous dire que c'est une société de droit canadien, c'est chinois, mais lisez l'actionnariat. Les Américains sont voilà. La Tanzanie a été associée. Pourtant, la Tanzanie n'est pas intéressée par rapport à ce projet de lobby. Non, mais c'est la même ligne. Donc, le point de jonction, c'est Kolwezi. La Tanzanie va perdre en termes de trafic. C'est la position de l'acheteur qui imposera l'itinéraire. Les Américains n'agissent pas au hasard. Donc, avec tout ce qui se passe là, donc cela voudrait dire aujourd'hui que ces navires-là qui prennent l'océan Indien au lieu d'aller jusqu'en Afrique du Sud parce qu'il y a un problème de gestion des ports. Les ports sont généralement, les ports africains n'ont pas la capacité d'accueillir tous ces gros tonnages. À ce moment-là, il y aura plusieurs voies. Les autres peuvent continuer vers l'Afrique du Sud, mais les autres peuvent passer par la Tanzanie et ressortir vers Lobito. C'est cela la mondialisation. 427 km au niveau de la RDC qu'on doit réhabiliter. Les États-Unis et ses partenaires qui vont... Naturellement. Financer. Je vous ai dit que les États-Unis apportent, sur les 1,6 milliard, les États-Unis apportent 500 millions. La BAD, donc c'est la Banque mondiale est dedans.